Je vous l'avais dit il y a 2 ans déjà, la guerre du streaming a bel et bien commencé. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui on va comparer les plus grosses plateformes de streaming pour vous dire quelle est la meilleure d'après moi sur plein de critères différents. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque pour annoncer le fait que la guerre du streaming allait commencer, donc si vous voulez plus d'informations, je vous conseille tout de même d'aller voir celle-ci. Mais aujourd'hui nous allons comparer ces plateformes par rapport à l'interface, par rapport au contenu, par rapport à leur marketing, par rapport à l'avenir de la plateforme et évidemment par rapport au prix. Je ferai ces vidéos de temps en temps, c'est-à-dire tous les 2-3 ans en fonction de l'évolution, car juste par rapport à il y a 2 ans, les choses ont beaucoup changé. Et évidemment, j'ai envie d'avoir vos réactions sur le sujet et de partager dans les commentaires votre meilleure plateforme de streaming. Nous allons commencer avec l'interface Netflix et principalement la première chose qu'on voit, c'est les catégories tout en haut. Donc on a l'accueil, on a les films, les séries, les nouveautés Netflix et la liste. Contrairement aux autres plateformes, ils mettent vraiment en avant le fait qu'ils ont des nouveautés Netflix originales et la liste évidemment que vous allez voir n'est pas tout le temps présente de manière aussi prioritaire sur les autres plateformes. Un truc sympa que Netflix fait que les autres plateformes ne font pas pour l'instant, c'est le top 10. Je trouve ça génial, il y a un top 10 général que vous voyez et vous avez un top 10 films, séries. Des fois vous pouvez aller voir sur une page de film et vous allez voir si ce film là est dans les plus regardés de la plateforme. Ça permet d'avoir les tendances de la plateforme et c'est plutôt cool parce qu'on peut s'inspirer de ce que les gens regardent, voir si ça vaut le coup et aussi voir en tant que personne plus intéressé par ça les tendances des gens qui regardent Netflix. Et ce que j'aime sur Netflix, c'est qu'il y a un vrai mélange de cases horizontales et verticales. C'est pas complètement monotone comme toutes les plateformes de streaming où c'est juste des cases carrées ou rectangulaires pour vous dire voilà, ça c'est un film et une série. C'est comme ça sur PC, c'est comme ça sur télé et c'est comme ça sur navigateur web. La plateforme est vraiment celle qui est la plus esthétique, je trouve, car elle varie les formes et les images. Et ça c'est important parce que oui, les images ne sont pas les mêmes pour les séries et les films que vous regardez. D'un jour à l'autre, l'image de votre série préférée sera complètement différente et je trouve que ça donne de la diversité esthétique. En plus de ça, t'as l'impression que le catalogue se renouvelle alors qu'en vrai c'est juste la miniature des séries et des films qui a changé. Mais au moins ça permet d'à chaque fois lancer un Netflix complètement différent et le mien est beaucoup plus noir par exemple, mais celui de ma sœur est beaucoup plus rose, beaucoup plus jaune avec des couleurs beaucoup plus vives. Donc en fonction du Netflix et du profil de la personne, les couleurs seront complètement différentes car les miniatures s'adaptent à ce que vous regardez et je trouve que ça c'est génial d'un point de vue esthétique. Ce que je trouve un peu dommage avec Netflix et ce qui revient tout le temps sur pas mal de plateformes, c'est le contenu original. Netflix a bien marqué programme original, mais des fois ce n'est pas un vrai programme original Netflix qu'ils ont produit, mais juste un programme dont ils ont récupéré les droits et je trouve que c'est un peu dommage. Moi je veux juste une catégorie Netflix original produit par Netflix. Des fois c'est ambigu parce qu'ils reprennent des séries qui ont été annulées par d'autres chaînes, du coup là ça devient des Netflix originaux, mais des fois tu as des séries qui n'ont rien à voir avec Netflix et ils ont juste chopé les droits et ils ont droit à l'appellation originale, ce que je trouve un peu traître parce qu'ils n'ont pas vraiment produit la série. Mais ce qui est cool sur Netflix, c'est que vous avez un nombre incalculable de catégories, il suffit d'aller dans la barre de recherche et là c'est la fête. Mon père récemment, et je vais utiliser cet exemple pour toutes les plateformes de streaming, avait regardé une série israélienne et il ne savait plus quel était le titre, mais il savait qu'il avait vu sur Netflix et que ça se passait en Israël. Du coup j'ai juste tapé Israël dans la barre de recherche et là t'avais mais vraiment plein de séries différentes. T'avais les séries et les films qui avaient évidemment l'appellation Israël dans le titre, mais t'avais les séries et les films israéliens, tu avais les œuvres qui se passaient en Israël et tu avais aussi les œuvres avec des acteurs israéliens. Donc vraiment c'est extrêmement vaste de ce point de vue là. Il suffit de taper un mot comme ça et vous allez avoir des catégories de malades qui vont apparaître avec des recherches associées. Si vous voulez un film autrichien, vous pouvez juste taper Autriche et vous allez l'avoir, c'est génial. C'est vraiment un outil de recherche incroyable, je trouve, c'est le meilleur des plateformes de streaming. Pareil pour des noms d'acteurs et même des films qui ne sont pas sur la plateforme. Vous pouvez taper un film de Scorsese qui n'est pas sur Netflix, mais vous allez voir proposer d'autres films de Scorsese qui eux sont sur Netflix. Donc ça je trouve que c'est très malin et c'est pour moi le meilleur moteur de recherche des plateformes de streaming. Je trouve que les titres similaires quand tu cliques sur une série ou un film marchent plutôt bien, mais c'est peut-être parce que je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de choses et très varié. Concernant le lecteur, vous pouvez changer la vitesse, vous avez accès à plein de sous-titres différents, de plein de pays différents, vous avez le droit à la voix originale évidemment, mais aussi aux versions françaises, espagnoles, allemandes, vous avez le droit à tout et ça c'est génial. C'est pour moi l'un des plus beaux lecteurs, c'est minimaliste, c'est efficace, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, PC, télé ou téléphone, c'est super bien foutu et j'ai rarement des problèmes avec cette plateforme. Et même lorsque vous coupez une série sur votre téléphone en coupant de manière brutale ou même sur votre PC en faisant un Alt F4 ou en coupant votre télé, Netflix se rappelle d'après moi et d'après mon expérience très précisément de l'endroit où vous avez arrêté le contenu et ça marche à merveille. Concernant le débit 4K, Dolby Vision et HDR sur la télé, je trouve qu'il fonctionne aussi très bien. Tu prends vraiment une claque quand tu regardes du contenu Netflix en 4K, ce qui n'est pas le cas de toutes les plateformes pour le coup. On en parlera après, mais oui, la 4K,
l'HDR et le Dolby Vision fonctionnent vraiment très bien. Encore une fois, je trouve que c'est la plateforme qui a la plus belle interface, qui a le moins de bugs. Oui, pour le coup, Netflix est vraiment solide. J'ai rarement des problèmes avec. C'est très rare et je m'en plains directement, mais ça ne m'arrive quasiment jamais d'avoir des problèmes. Elle est rapide, esthétique, je trouve qu'elle est vraiment jolie, sans trop de bugs et elle marche très bien sur toutes les plateformes que vous voulez. Donc pour moi, l'interface de Netflix est la plus réussie et de loin. Concernant le contenu maintenant, Netflix a le catalogue le plus varié, le plus divers et le plus d'actualité. Pourquoi? Car il se concentre uniquement sur les contenus originaux et un peu sur d'anciens films, mais vraiment eux ils veulent produire et avoir une plateforme Netflix avec leur contenu à eux en priorité. Le problème qu'il peut y avoir avec ça, c'est qu'il y a peut-être trop de contenu. Si vous êtes cinéphile comme moi, c'est très facile de se sentir submergé très rapidement, car normalement si vous êtes cinéphile ou sériephile, vous ne regardez pas que Netflix. Donc c'est très simple d'être submergé par le contenu. Il y a beaucoup trop de choses. Alors oui, c'est peut-être du chipotage de dire qu'il y a trop de choses pour tout le monde, mais c'est vrai que quand tu es comme moi et tu es un peu frustré de ne pas avoir le temps de tout regarder, je trouve que le catalogue de Netflix est un peu trop pour certaines personnes. Après, c'est une fausse critique que je fais là parce qu'en vrai, ça permet d'avoir du contenu pour tout le monde. Il y a des catégories de niche sur Netflix pour une petite minorité de personnes. Il y a des documentaires, des animés, des films étrangers. Il y a le plus de films étrangers d'après moi sur Netflix. Une série allemande, coréenne, thaïlandaise, bolivienne, il y a tout ce que tu veux. Évidemment, pas tous les pays sont aussi bien représentés, mais c'est un accès à la culture internationale incroyable. Tu as des films de patrimoine, tu as leurs Netflix originaux, blockbuster, tu as des séries plus indépendantes, tu as des séries plus sombres, tu as des séries plus grand public aussi, des films familiaux, des films d'animation. Netflix font tout d'après moi et ils le font bien. Voilà, tu as le plus grand catalogue, le plus divers. Donc si tu es curieux, si tu es cinéphile, tu veux découvrir de nouvelles choses, c'est une plateforme géniale. C'est vraiment pour moi l'atteinte la plus fatale à ta curiosité au final. Le problème, c'est la manière dont ils le présentent, c'est-à-dire que Netflix, il y a énormément de choses différentes et j'ai du mal à m'y retrouver. Dans le sens où je trouve que le marketing est vraiment fait pour les choses grand public, ce qui est évident. Par exemple, sur Twitter, ils partagent un peu de tout. Des documentaires, des films, des séries à la mode, de tout. Voilà, sur le Twitter Netflix, je trouve que c'est bien, c'est super pour les cinéphiles. T'as un peu de tout, de tous les pays, de ce que tu veux. Le problème, c'est que t'es facilement submergé et des fois, tu sais vraiment pas quoi regarder. L'algorithme Netflix va te brosser dans le sens du poil et va te montrer ce que t'as envie de voir. Mais si t'as envie d'un peu sortir de ta zone de confort, c'est un peu plus compliqué et c'est difficile de s'y retrouver. Alors, ils ont plein de catégories pour ça. Des séries politiques, des films dramatiques, des films uniquement étrangers, des films qui ont gagné des récompenses, des choses comme ça. Mais je trouve qu'on a du mal à s'y retrouver parce qu'il y a tellement de choix que tu sais jamais quoi regarder. Tu te sens un peu submergé. C'est pour ça que j'existe aussi, c'est pour vous conseiller des choses. Et c'est aussi pour ça que le Twitter de Netflix existe. Mais c'est vrai qu'ils ont du mal à conseiller des petites choses, des petites perles, des petites séries, des petits films. Alors oui, ils conseillent des films de patrimoine, des animés, des contenus grand public. Le Twitter Netflix, il y a vraiment plein de choses qui sont conseillées, des documentaires de sport, des documentaires tout court. Mais de manière générale, j'ai du mal à voir des séries comme Guerilla Agi conseillées, ou du moins je m'en rappelle plus. Des fois, il faudrait des petits rappels avec des perles Netflix qu'il faudrait conseiller. Peut-être je le rate sur Twitter aussi, hein. Peut-être ils le font, mais moi j'ai pas l'impression qu'ils mettent assez en avant leurs séries les plus sous-cotées. Il y a plein de séries incroyables que les gens oublient assez vite parce qu'en fait, c'est pas des séries que les gens regardent. Et je pense que comme l'Instagram de Netflix, qui est vraiment orienté pour les jeunes, sur l'Instagram de Netflix, tu n'as que des séries pour adolescents ou que des trucs pour les jeunes. Et ça, c'est un peu insupportable. C'est pour ça que sur Instagram, je ne conseille pas vraiment de les suivre à moins d'aimer les trucs pour les jeunes. Mais sur Twitter, là, oui, vous pouvez regarder, ils conseillent plein de choses différentes. Et tu le ressens très bien sur Instagram quand une série cartonne parce qu'ils font que parler de cette série-là et je trouve ça un peu anxiogène à certains moments. En plus, ils ont cette culture du mème, des jeunes, voilà, ils veulent vraiment viser la jeunesse et bon, ils font ce qu'ils veulent, ça fait un peu grand frère, j'ai l'impression. Ce grand frère qui te conseille des trucs pour toi et des choses comme ça, donc c'est assez sympa. Ils sont assez originaux quand ils font des interviews, quand ils proposent du contenu de marketing, donc ça, il n'y a aucun problème. Mais je trouve que pour la recommandation de films, de séries un peu moins grand public, c'est pas toujours parfait et c'est un peu dommage. Mais vous allez voir, toutes les plateformes font la même chose. Évidemment, ils vont mettre en avant leur contenu le plus connu et ça, c'est normal. Mais des fois, tu as des séries qu'on oublie et il faudrait peut-être faire, je sais pas, des top 10. Après, c'est mon travail aussi de le faire, hein, bien sûr. Mais nous, on n'a peut-être pas autant le temps que Netflix de conseiller des séries incroyables. Et c'est vrai que des fois, j'aimerais juste des petits rappels pour nous dire « Ah, Equinox, ça a l'air vachement bien à le regarder. » Après, concernant l'avenir de la plateforme, ils vont clairement mettre tout l'argent possible dans des productions originales Netflix et aussi locales. On va avoir de plus en plus de contenu européen
européens, mais surtout français en France évidemment. Mais vraiment là, ils veulent plus forcément racheter des séries, des films, ils veulent les produire pour avoir une bibliothèque Netflix de qualité avec leur propre production et leur propre volonté, j'ai envie de dire. Comme ça, ils ne sont plus dépendants d'aucune autre chaîne, plateforme ou studio de cinéma. Le prix est l'un des plus élevés, vous êtes à 16 € si vous voulez la 4K et 4 écrans à partager. C'est l'un des prix les plus élevés, mais la plateforme est celle qui a le plus de contenu aussi et la meilleure interface. On en parlera après pendant la conclusion, mais oui, c'est l'un des prix les plus mérités, j'ai envie de dire, parce que vraiment, vous allez être satisfait du contenu. Et si vous ne l'êtes pas, c'est que la plateforme ne fait pas un assez bon travail pour vous inciter votre curiosité, ou alors vous n'êtes tout simplement pas assez curieux, car il y a vraiment du contenu pour tout le monde. C'est l'une des grandes forces. Pour passer à Prime Video, là c'est un peu différent car tu as la page d'accueil, mais tu as aussi un truc qui s'appelle chaîne et boutique. En plus de ça, tu as une page qui s'appelle mes éléments, qui en gros veut juste dire ma liste, mais tu peux avoir des trucs que tu as acheté aussi. Prime, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de se diriger vers une plateforme pour toutes les plateformes. C'est-à-dire qu'ils ont une boutique où tu peux t'abonner à d'autres chaînes comme Starplay ou Shadows, il me semble. Tu peux t'abonner dessus via la plateforme Prime. Donc en plus de ton abonnement Prime qui a un prix dérisoire de 4 € par mois, tu peux t'abonner à d'autres services, d'autres chaînes et tu peux même acheter des films, chose que tu ne peux pas sur Netflix. Sur Netflix, tu peux juste faire du streaming de leurs produits et puis c'est tout. Sur Prime, tu peux acheter des films, tu peux aussi les louer, il me semble, et ensuite ça va dans ta case éléments. C'est un prix généralement assez accessible. Alors, ça ne veut pas dire que le film, ce sera comme l'acheter en DVD évidemment. Tu n'auras pas forcément la même qualité, les mêmes bonus, tu auras juste le film en streaming, mais tu auras payé pour. Donc, ils ont vraiment une volonté de mettre des chaînes. Tu peux avoir accès à plein de chaînes différentes de la télé et des chaînes, voilà, privées où il faut payer. Donc là, la volonté de Prime, c'est pas d'être une plateforme de streaming uniquement. Ils veulent regrouper plein de chaînes, plein de plateformes et j'imagine que d'ici quelques années ou quelques mois, ou même peut-être ça existe déjà, mais j'ai pas remarqué, ils vont faire un abonnement ultime où tu as accès à tout Prime et tu auras peut-être même le choix comme Audible de choisir quelques films gratuitement chaque mois pour un vrai prix compétitif de 15 à 16 € par mois. Donc ça, c'est un peu d'un côté l'avenir aussi de la plateforme, c'est une sorte de plateforme qui regroupe tout. Maintenant, pour parler de la plateforme en soi, je trouve que l'esthétique de la page web est beaucoup moins intéressante que celle de Netflix. Sur TV et téléphone ça va, mais sur PC je trouve que c'est un gros bordel et moi d'habitude je vais sur PC pour chercher des séries parce que c'est le plus facile à naviguer. Sur PC au fait tu as beaucoup de cases horizontales et ça fait un peu répétitif. Des fois j'ai la même série dans 3 cases d'affilée et ça c'est problématique. Donc là je regardais Mrs. Maisel et j'avais Mrs. Maisel dans les séries que j'étais en train de regarder, dans les séries qui pourraient me plaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc insupportable sur Prime. Quand tu tapes Mrs. Maisel dans Prime, tu auras 3 Mrs. Maisel, c'est-à-dire que tu auras une case par saison. Du coup moi j'étais en train de regarder la 2, j'avais la 3 de conseiller et j'avais les séries populaires sur Prime où il y avait aussi Mrs. Maisel. Donc dans 3 lignes d'affilée horizontale, j'avais la même série 3 fois. Sur Netflix, quand tu regardes une série, tu l'as dans ta liste et ensuite dans l'algorithme Netflix, tu l'as maximum 2 fois. Vu que ta liste est tout en haut, c'est rare de la voir juste après. Là, j'avais la même série 3 fois d'affilée. Donc ça prend de la place pour rien, c'est un peu dommage. Et comme pour Netflix, tu as l'appellation Prime, mais ça ne veut pas dire que c'est du contenu original Prime, mais du contenu auquel tu as accès en tant qu'abonné Prime. Quand tu es abonné à autre chose que Prime, par exemple Starplays, là tu auras aussi les séries Starplays avec un petit logo Starplays. Mais ça ne veut pas dire que c'est une série originale Amazon et ça m'énerve. Parce que moi ce qui m'intéresse, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais c'est les séries qu'Amazon produisent. J'aime payer pour du nouveau contenu, pas de l'ancien. C'est pour ça que Netflix m'agace aussi un peu avec ça, c'est que j'ai envie de savoir ce que eux font. Après Netflix c'est différent, ils font beaucoup de contenu original. Amazon pour le coup ne font pas la même chose, mais on en parle juste après. Concernant les catégories d'Amazon, je trouve que c'est ok, il y a quelques catégories intéressantes et originales qui permettent de rechercher du contenu assez spécifique, mais quand tu fais des recherches, j'ai fait la même recherche sur toutes les plateformes, j'ai tapé Israël. Là, contrairement à Netflix, le premier contenu, c'était un contenu qui s'appelait Israël. C'était un film et lui était payant. Donc au lieu d'avoir le logo Prime d'accès, tu avais le logo Euro où il fallait payer. Et ensuite, tu avais du contenu qui était fait donc en Israël, israélien, tu avais du contenu qui avait lieu en Israël et des acteurs israéliens, des choses comme ça. Mais le numéro 1 était un contenu auquel je n'avais même pas accès. Moi, ça m'embête un peu de payer pour un contenu et de faire une recherche et de pas avoir accès au contenu que je veux. On peut filtrer, il me semble, mais c'est un peu dommage d'avoir justement du contenu payant mélangé avec le contenu Prime. C'est un peu frustrant. Tu dis, ah, ça j'y ai accès, bah non, faut payer. Les titres similaires, je trouve qu'ils sont plutôt efficaces et les recommandations, elles marchent plutôt bien parce que ça me recommande de tout, car je regarde de tout et il n'y a pas le pourcentage Netflix. Donc je peux pas chipoter sur le fait que le pourcentage ne me correspond pas du tout. Là, il y a juste des recommandations. Si un truc me plaît pas, je me dis, bon, bah son recommandation, c'est pas à 100% fiable. J'ai pas un pourcentage que je peux critiquer. Donc ça va. Ce qui est problématique, c'est encore une fois la recherche. Quand tu tapes Mr. Robot, t'as les 3 saisons de Mr. Robot qui apparaissent dans 3
cases différentes. Et ça, je trouve que c'est insupportable. Et le pire, c'est que des fois, si vous finissez la saison 1 d'une série, la saison 2 va s'enchaîner, mais des fois dans ta bibliothèque Prime, ça m'est arrivé sur ma télé, j'ai cliqué sur Mrs. Maisel pour continuer alors que j'étais à la saison 2, et au fait, j'ai cliqué sur la case de saison 1 et ça a repris la saison 1 depuis le début. Ou alors, ça a repris un épisode que j'avais déjà regardé de la 1. Donc, faut toujours reprendre la bonne case pour continuer, et ça, c'est insupportable. Je sais pas pourquoi ils divisent leur série en plusieurs cases, c'est juste pas possible. Concernant le lecteur, je le trouve vraiment pas esthétique et l'un des plus désagréables à utiliser. T'as un truc sympa, c'est le X-Ray. Quand tu mets pause, tu vois les acteurs qui sont à l'écran, mais en vrai, qui utilise ça? Je suis désolé, mais moi, j'utilise jamais. Je comprends que c'est un truc intéressant, qui est vraiment bien foutu. Pour le coup, c'est une belle IA, mais je n'ai jamais utilisé ça. Et sur téléphone, ça me fait même un peu chier parce que ça prend un tiers de l'écran. Faut à chaque fois l'enlever. Mais sinon, tu as des sous-titres. Tu peux pas changer la vitesse comme Netflix, mais ça, on s'en fout. Mais tu n'as que les sous-titres français ou anglais. Et des fois, tu n'as même pas de VO. Et ça, c'est inacceptable. Vraiment, des fois, tu n'as que la version française. Et ça, c'est honteux. Un film devrait, dans tous les cas, être proposé dans sa version originale. Le lecteur, je ne le trouve pas très propre, mais au moins, la 4K Dolby Vision HDR sur la télé fonctionne aussi à merveille. Le débit est pour moi assez bon. Il est très comparable à celui de Netflix, donc il n'y a aucun problème. Globalement, l'interface, je la trouve pas très jolie. Je trouve que c'est sur télé qu'elle va le mieux, mais elle est surtout très buggée. J'ai eu plein de problèmes avec Prime. À chaque fois, il y avait quelques problèmes de, par exemple, la série ne se rappelle pas à quel épisode tu es, des bugs, des crashs, beaucoup de buffering. Ma connexion internet est très bonne. Sur Netflix, je n'ai aucun problème. Sur Prime, des fois, ça ralentit. Et le truc le plus insupportable sur Prime Video, il y a des pubs. Et oui, il y a des pubs pour du contenu certes disponible sur la plateforme, mais il y a des pubs tout de même. À chaque fois que vous allez lancer un épisode, il y a des pubs. Vous pouvez passer la pub, mais il y a tout de même une pub. Des fois, je lance un épisode sur ma télé parce que je sais que je vais avoir une pub et je peux commencer à m'installer. Pour vous dire dans quel état ça m'a mis. Netflix, d'abord je m'installe, ensuite je lance l'épisode. Vous allez me dire, je peux choper mon téléphone et avancer la pub sur ma télé ou même la télécommande et avancer la pub, mais le fait d'avoir des pubs dans un service que tu payes est insupportable. Je regardais encore une fois Mrs. Maisel, j'étais à la fin de la saison 2, mais avant de commencer l'épisode en question de la saison 2, j'ai eu une pub de la bande-annonce de la saison 3 de Mrs. Maisel. Donc les pubs peuvent vous spoiler et c'est assez insupportable. Pour parler du contenu, le truc c'est que Amazon Prime, ils ont pas beaucoup de contenu original, ils commencent à en avoir pas mal, des films, des séries, c'est plutôt cool, mais ils commencent, après c'est une plateforme assez récente. Et le truc c'est que eux, ils ont tout misé sur les films cultes et les séries cultes. Il y a plein de séries cultes comme Malcolm qui sont sur la plateforme, il y a plein de films cultes comme American History X qui sont sur la plateforme. Donc eux misent beaucoup sur le fait que vous allez avoir vos films que vous avez déjà vus. Donc si vous êtes fan d'actualité, Prime n'est pas faite pour vous, sauf pour le contenu original Prime. Et ils en sortent de plus en plus, mais pas énormément non plus. Mais si vous aimez avoir du contenu que vous avez déjà vu ou que vous connaissez pas forcément, que vous avez envie de découvrir, oui, Prime aura beaucoup de films grand public cultes assez connus. Pour ça, c'est assez cool. Après, clairement, on n'aura pas la même diversité de pays et de contenu que par exemple Netflix. On sera centré sur du contenu très populaire, déjà culte. Concernant le marketing, je trouve que sur Twitter, ils font un bon travail d'inciter la cinéphilie avec leurs contenus originaux et même d'anciens films, même si je trouve qu'ils ressemblent un peu trop à Netflix avec des mèmes, des blagues, oh regarde on est marrant aussi, c'est un peu dommage. Instagram vise aussi plus des jeunes, mais de manière générale je trouve qu'ils conseillent plus de films sur Instagram et sur Twitter que Netflix, ou du moins ils le font de manière plus adulte, et j'ai l'impression que c'est un peu le petit frère de Netflix au niveau marketing sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près la même approche, ils font des blagues, des mèmes, des choses comme ça, mais ils ont plus envie de recommander du contenu pour adultes, sauf des fois quand tu as un contenu comme After qui est recommandé en boucle par la plateforme, on a compris que tu as un film à succès où il y a du cul, on a compris. Et encore, le cul de ce film, c'est pas grand chose parce que forcément je l'ai regardé. Il était tellement recommandé par l'algorithme, j'ai dû regarder. Donc j'ai pas envie que ça devienne comme Netflix où ils ont genre un petit contenu comme un film genre After qui est kiffé par les jeunes et qui mettent sans arrêt en avant. J'aime bien l'approche un peu plus adulte de Prime, donc je trouve que la bibliothèque Prime pour du contenu qui est déjà vu, déjà sorti est génial. Si vous voulez du nouveau contenu régulier, là c'est moins intéressant, mais il y a quand même des choses qui se mettent en route de plus en plus. Et je pense évidemment que l'avenir de Prime, comme je vous l'ai dit, c'est devenir une sorte de plateforme, une sorte de canal pour plein de chaînes différentes et plein de contenus de streaming différents, où il faudra payer des abonnements supplémentaires évidemment, mais aussi d'avoir de plus en plus de contenu original. Mais là où Prime est évidemment imbattable, c'est sur le prix, c'est 4 € par mois. Alors là oui, mais pour ce prix là, vous n'avez pas que Prime Video, vous avez aussi Prime, la plateforme de Amazon, pour la livraison, pour l'achat de nourriture, pour plein de choses différentes, pour le stockage web. Donc pour 49 € par an, vous avez un prix
imbattable et vous avez accès à plein de choses différentes en dehors de la plateforme Prime Video. Pour parler de Disney+, il ressemble un peu plus à Netflix dans la présentation de la page d'accueil, c'est-à-dire qu'ils ont une page films, séries, originaux et une liste. Niveau de l'esthétique, c'est très joli, peu importe la plateforme, que ce soit sur PC, télé ou téléphone, c'est vraiment très joli. C'est propre, esthétique, mais on ressent tout de même un vide. Tu vois que c'est des grosses cases qui prennent beaucoup de place, contrairement à Netflix où il y a beaucoup de séries qui prennent des petites cases. Là, tu vois qu'il y a un vide chez Disney+. Tu vois qu'ils cachent le fait qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de contenu qui intéresse les gens. Ça fait un peu vide, mais l'esthétique est très propre. Il n'y a rien à dire, c'est juste très bien. Ils mettent en avant leurs marques les plus fortes, évidemment leurs grosses licences, Marvel, Star Wars. Ils ont des collections, c'est-à-dire des catégories Pixar et autres. Voilà, ils mettent vraiment en avant leurs licences. Le bouton rechercher marche plutôt bien. Évidemment, une recherche comme Israël dans Disney+, ça marche pas aussi bien, c'est une évidence. Mais tu peux chercher des genres, tu peux chercher des personnages, ce qui est plutôt cool. Dark Vador, et tu auras tout le contenu avec Dark Vador. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Et il y a plein de collections, encore une fois, c'est-à-dire que si tu tapes Pixar, tu auras la collection Pixar bien arrangée avec des bonus, avec des interviews, avec des courts-métrages. Vraiment, là, pour le coup, Disney, niveau contenu bonus et niveau présentation de l'interface, c'est très propre et c'est très réussi. Les titres similaires ne marchent pas forcément très bien car il n'y a pas beaucoup de contenu sur la plateforme. Du coup, des fois, tu auras le même contenu proposé en boucle et ça, c'est un peu dommage. Un truc que j'ai pas dit pour Prime Video, mais sur Prime Video, comme sur Disney+, tu as des pages un peu d'exploration. C'est-à-dire que si tu regardais The Boys sur Prime, tu auras une page explorée où tu pourras découvrir le nom des personnages, leur passé, les biographies, tu pourras acheter des produits dérivés et des choses comme ça. Et sur Disney+, c'est un peu la même chose où tu peux vraiment explorer un film, les behind the scenes et des choses comme ça. Sur Netflix, c'est un peu ce qui manque, c'est des bonus. Ils ont des épisodes coulisses. Par exemple, sur The Witcher, tu as un petit épisode bonus par épisode de 3-4 minutes et même des plus gros épisodes coulisses. Mais ils sont plus durs à trouver et c'est un peu plus pénible. Alors que là, sur Amazon et sur Disney+, voilà, direct, on donne les bonus, les courts-métrages, les bandes annonces et tout. C'est vraiment bien foutu et il n'y a aucun problème pour s'y retrouver. Et ça donne un peu l'impression d'avoir une bibliothèque de DVD ou de Blu-ray où tu as plus que le film en question. Sur Netflix, j'ai encore du mal parce qu'il n'y a pas de bonus et je rêve qu'il y ait vraiment des bonus, des interviews et des trucs vraiment plus profonds. Le lecteur, encore une fois, c'est l'un des meilleurs avec Netflix, très minimaliste, très propre. Alors le problème de Disney+, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sous-titres, il n'y a que anglais et français et des fois, il y a du contenu où il n'y a pas la version originale et c'est honteux, il n'y aura que la VF. Pas beaucoup de contenu, mais certains. Ça, c'est assez problématique et encore une fois, t'as que deux langues. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des chansons Disney, par exemple, que t'aimes bien entendre dans d'autres langues. Et ça, c'est pas le cas pour tous les contenus et c'est dommage parce que ça se limite que à français et anglais. La 4K, l'HDR, le Dolby Vision sur la télé est magnifique. Vraiment, c'est sûrement la plus belle plateforme de streaming de ce point de vue-là. J'ai trouvé le débit incroyable, j'ai pris des grosses claques de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. C'est très joli, mais comme je vous l'ai dit, ça fait un peu vide. Tu vois qu'il manque du contenu et je n'ai eu aucun bug. Pour le coup, Disney+, j'ai pas eu un seul problème avec la plateforme pour l'instant. Alors oui, c'est la plateforme que j'ai le moins utilisée aussi, mais je n'ai pas eu de problème. Et elle fonctionne à merveille sur toutes les plateformes, mais je la trouve beaucoup moins jolie sur la télé. Les couleurs sont beaucoup plus délavées et je trouve que la version PC et téléphone sont plus jolies à interagir. Concernant le contenu, il n'y a pas beaucoup de contenu hors Disney. Évidemment, ils se focalisent beaucoup sur leurs originaux Disney. Il y a tout le contenu d'époque de Disney, alors il y en a plein, il y a vraiment plein de choses Disney assez incroyables. Mais concernant les nouveautés, ça commence de plus en plus à arriver, mais pour l'instant, c'est pas là tout de suite. Mis à part quelques grosses séries comme Mandalorian ou WandaVision qui viennent d'arriver, c'est vrai que sur Disney+, il n'y a pas grand chose. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, c'est quand même une plateforme qui a 1 an et demi, c'est pas pour tout de suite. Même pas, je crois, en France, ça fait même pas quelques mois qu'elle est sortie d'ailleurs. Enfin bref, c'est très récent et c'est pas pour tout de suite. Mais je pense que ça sera quand même du contenu très américanisé, très Disney, donc si vous voulez de la diversité, c'est pas là qu'il faut venir. Ça sera vraiment concentré sur leur licence, sur la plateforme, donc ça sera vraiment spécifique à Disney. Si vous aimez le contenu Disney, alors là oui. Et ils vont continuer à faire encore plus de contenu original. Ils vont continuer à voir leur nouvelle plateforme Star qui va arriver avec Disney+. C'est la version adulte de tout le contenu Disney et j'imagine qu'il faudra payer un supplément. Ne me citez pas là-dessus, je ne suis pas sûr, mais Star va arriver, donc tu auras du contenu adulte sur Disney aussi. Et pour l'instant, Disney coûte 7 € par mois, donc le prix est quand même assez compétitif si vous voulez redécouvrir Disney. Mais si vous voulez de la nouveauté, là c'est un peu compliqué. Maintenant, parlons de MyCanal. Alors l'interface de MyCanal, c'est la pire. Je suis désolé, c'est vraiment la pire. Il y a trop de trucs. Il y a du sport, il y a du cinéma, il y a des séries, il y a des émissions, il y a des documentaires, il y a des trucs, c'est le bordel. Les catégories sont dans tous les sens, tu vois qu'ils ont pas un algorithme, ou je sais pas s'ils ont un algorithme, mais c'est le bordel. À chaque fois que j'ouvre MyCanal, je sais pas quoi regarder, je sais pas quoi retrouver, le bouton de recherche ne marche pas bien, c'est un enfer à utiliser je trouve. L'application, le lecteur c'est pareil, on comprend rien, il y a trop de trucs dans tous les sens, il faut vraiment être concentré, il y a des directs, il y a le sport en direct, il y a des émissions en direct, il y a des films en direct, il y a des films en VOD, c'est le bordel. Tu ne sais pas du tout ce qu'est une production Canal parce que Canal n'ont pas accès que à leur contenu, ils ont accès à beaucoup de contenu qui n'est pas le leur, mais tu sais pas ce qui est juste une production Canal et t'aimerais vraiment le savoir pour découvrir leur contenu à eux. T'es un peu perdu parce que contrairement à Amazon où tu peux clairement voir que certains contenus doivent être achetés, là sur Canal tu sais pas ce qui doit être acheté, des
fois tu cliques sur un truc et faut payer, t'es en mode non mais faut arrêter. Pour le coup, il y a des catégories spécifiques assez sympas. T'avais un hommage à Bakri qui arrivait juste après l'annonce de son décès. Ça c'est vraiment cool, donc oui, niveau catégorie, ils sont assez originaux. Ils ont pas mal de choses pour vraiment attiser ta curiosité. Les recommandations de films et séries, je trouve, marchent plutôt bien. Les titres similaires ou les recommandations, bah à chaque fois je regardais des trucs que je me suis dit ouais, ça peut peut-être me plaire, mais encore une fois, tu cliques dessus et faut payer. Et tu dis non mais stop. Concernant le lecteur, je trouve que c'est l'un des pires à utiliser. Tu peux pas facilement avancer, reculer. Les sous-titres, c'est que en français ou en VO. Et le problème avec Canal, c'est que le contenu, peu importe le nombre de fois que tu veux rentrer sur un épisode, le contenu va de base se mettre en version française. Moi qui suis allergique à la version française, il fallait à chaque fois que je mette version originale et j'en peux plus. La plateforme est pas très belle, c'est une évidence, voilà, elle est pas esthétique, elle est pas minimaliste, je trouve qu'elle est fait un peu genre début des années 2010, c'est un peu dommage, il y a plein de bugs. La plateforme ne se rappelle jamais des épisodes que je regarde, c'est juste pas possible. Si t'éteins ta télé sans faire exprès, parce que moi pour le coup j'ai une télécommande qui est très sensible, si je l'éteins sans faire exprès, là c'est mort. Faut que je retrouve mon épisode, le programme ne va jamais se rappeler de là où j'en étais. La 4K, je sais pas s'il marche, je sais pas s'il existe. J'ai regardé des séries qui étaient clairement filmées en 4K et la résolution était vraiment pas bonne. La plateforme n'est pas très belle, elle est assez difficile à utiliser je trouve, et c'est sûrement l'une des pires expériences utilisateurs que ce soit sur PC, télé ou téléphone. D'ailleurs sur téléphone c'est un enfer à utiliser parce que vous ne pouvez même pas faire pivoter votre écran, il faut activer le bouton dans votre téléphone pour le faire, ce n'est pas automatique. Et si vous regardez des contenus en clair sur Canal+, comme Click, vous allez avoir des pubs, non pas comme sur Prime que vous pouvez passer, mais des vraies pubs durant l'émission et avant l'émission qui durent 60 secondes et vous êtes obligé de les regarder. Et ça c'est inadmissible quand tu payes pour ce genre de plateforme. Alors pour le coup, niveau du contenu, il y a plein de films récents parce qu'ils ont le droit, grâce à la chronologie des médias, cette loi injuste pour le consommateur, à tout le contenu récent. Tous les films récents et tous les anciens films, cultes ou pas, c'est sur Canal. Et si vous êtes fan de cinéma, vraiment Canal, c'est super hein, pour le coup. Niveau série, Canal+ série, c'est vraiment cool parce que eux, ils vont chercher des séries un peu plus de niche. Ils vont pas forcément chercher les séries de grand public et ça, c'est vraiment intéressant. Pour le coup, si vous êtes curieux de séries télé, alors là, oui, Canal+ série, c'est vraiment génial. Et si vous aimez le cinéma et l'actualité cinéma qui n'est pas produite par Canal mais autre, quoique il y a aussi des productions Canal, vous allez aussi adorer Canal+. Niveau cinéphilie, c'est vraiment le best, que ce soit avec des films cultes ou les films récents. Le problème, c'est que tu sais jamais combien de temps va être disponible un film sur la plateforme. Il y a des films comme Joker qui sont disponibles pendant 3 à 4 semaines, ensuite ils disparaissent à tout jamais. Ou des fois ils reviennent et des choses comme ça, mais c'est un peu compliqué à suivre. Là où pour le coup, Amazon a une catégorie, le contenu qui va bientôt quitter la plateforme. Et ça c'est cool. Et si vous aimez le cinéma français, là pour le coup, Canal, c'est de loin la meilleure plateforme. Vous avez du contenu français récent et plein d'anciens films cultes français, donc ça pour les fans de cinéma français c'est génial. Et niveau marketing, je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait ils ont un compte Canal+ série, ils ont un compte Canal+ cinéma, ils ont un compte Canal+ général, donc en fonction de ce que tu vas regarder, c'est fait pour les adultes. Ils vont te recommander des séries, des films, ils vont te recommander du sport si t'es sur Canal+, et des documentaires. Donc oui, là de ce point de vue là, je trouve que le marketing est plutôt bien fait et ils produisent beaucoup de films et séries françaises, mais ça vu qu'on n'a pas de bouton Canal+ originaux, on sait pas lequel ils produisent, donc ça c'est vraiment dommage. Canal+ pour moi ça peut être l'une des meilleures plateformes ever si jamais ils font une meilleure interface. Le contenu est là mais l'interface n'est pas bonne, c'est trop buggé, il y a trop de problèmes. Et le prix pour le coup, là faut se poser des questions. Canal+ série, je trouve que c'est génial pour les fans de séries, c'est 7 € par mois, c'est super. Si vous êtes curieux de séries télé, il n'y a aucun problème. Pour le cinéma, ça revient à 21 € par mois en plus de Canal+ série évidemment. Là ça devient un peu plus cher pour le contenu cinéma qu'ils proposent. Il y en a pas mal mais bon, c'est pas renouvelé assez vite et voilà, t'as vu la majorité. Et tu payes pour la diffusion plus que pour le contenu que eux proposent et produisent. Après il y a plein d'offres différentes, mais on en parle après. Concernant OCS, écoutez, je vais aller assez vite, l'interface d'OCS est correcte, je trouve que c'est pas la meilleure, c'est pas la pire. C'est lisible, c'est clair, il y a une petite catégorie bientôt sur la plateforme et ça c'est sympa. Il y a des catégories simples, voilà, classiques et simples. Tu ne sais pas encore une fois ce qu'est un produit OCS original parce qu'ils en ont pas tout simplement. La recherche simple, comme je l'ai fait sur Canal, elle marchait pas du tout quand j'étais pas Israël. Sur OCS, bah elle marchait pas non plus. T'as pas forcément de titres similaires ou des recommandations vraiment précises, mais tu as des recommandations par acteur. Si tu vas voir des interviews par exemple, tu auras les autres films de Seth Rogen. Pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais moi ce qui m'intéresse c'est des titres similaires, pas forcément des titres avec le même acteur. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, les mêmes acteurs, bon là vous avez quoi faire. OCS, pour moi ça bug non-stop, je sais même pas si la 4K est disponible pour le coup. Il y a des problèmes encore une fois de sous-titres, de VO, de VF. Ce n'est pas laid, ce n'est pas beau, c'est juste chiant à regarder, j'ai envie de dire. L'interface est juste trop banale, il n'y a aucune originalité, c'est juste voilà, c'est une plateforme de streaming, cool. Mais je ne peux pas vous parler de l'interface télé parce qu'il n'y a juste pas OCS sur la télé. Il faut que je Google Chromecast depuis
mon téléphone ou depuis mon ordinateur, car l'application OCS sur Google Chromecast vidéo n'existe pas. Niveau contenu, ils ont quelques films sympas à droite à gauche et quelques documentaires, voilà, c'est cool. Mais ce qui est cool pour OCS, c'est qu'ils ont le contenu HBO, sauf que ça ne va pas durer indéfiniment. Le jour où le contenu HBO, genre les meilleures séries de HBO s'en vont, là c'est très difficile de recommander OCS. Le marketing, ils font des interviews, ils proposent des films, des séries, bon, c'est sympa, allez. Pourquoi pas. Mais où est-ce que va se diriger cette plateforme? Je ne sais pas. Je sais pas c'est quoi l'avenir. Sans HBO, je sais pas c'est quoi l'avenir de cette plateforme. Parce que clairement, tu regardes OCS pour le contenu HBO et c'est un peu cher, mine de rien. Et oui, on est sur du 12 € par mois pour ne pas avoir accès à grand chose. Et ça, c'est dommage. Parlons rapidement de Apple TV. Bon, l'interface est très cool. Voilà, c'est Apple, c'est propre, il n'y a aucun problème. Ils mettent en avant leur série originale car ils n'ont que ça et il n'y en a pas beaucoup. La plateforme a 1 an, hein, mais il y a genre 7 séries, un truc comme ça. Ça fait évidemment très vide, mais au moins c'est propre et esthétique. Le lecteur est très simple, il y a toutes les langues. Voilà, pour le coup, il y a tous les sous-titres que vous voulez, c'est génial. Le lecteur est minimaliste, il marche bien sur PC. Et c'est tout en fait. Je n'ai pas d'iPhone, du coup je n'ai pas accès à Apple TV sur mon téléphone et je n'ai pas de Apple TV sur ma télé. Si tu veux regarder sur ta télé, il faut Chromecast depuis ton ordinateur et forcément là tu perds en qualité et tu perds en débit. Donc il n'y a pas d'application pure et dure sur Google Chromecast, mais elle arrive apparemment. J'espère qu'elle va arriver assez vite. Pour le coup, il n'y a pas de bouton recherche parce que tout est sur la page d'accueil parce qu'il n'y a pas beaucoup de séries donc ça va assez vite. Si tu veux regarder des titres similaires ou des recommandations, tu vas cliquer sur la recommandation et s'il n'est pas disponible sur la plateforme parce qu'il vu qu'il n'y a que du contenu original Apple, ça va t'emmener sur iTunes et iTunes c'est un enfer sur Windows, c'est la pire application ever. C'est juste insupportable de cliquer sur un truc que tu veux regarder et là d'un coup ça t'ouvre un logiciel, ça t'ouvre une autre page web, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Je suis sur Apple TV, je veux rester sur Apple TV. Ne me propose pas un truc qui n'est pas disponible sur ta plateforme. En plus tu peux pas acheter via ta plateforme, faut acheter via iTunes. Au moins il y a des bonus, il y a des interviews, ça c'est vraiment cool. En même temps il y a tellement rien à regarder que forcément fallait un peu mettre du contenu, mais au moins ils le font et c'est génial. J'ai eu aucun bug sur Apple TV, mais bon je l'ai pas beaucoup utilisé, j'ai dû regarder 2 séries dessus donc pour l'instant je l'ai pas vraiment utilisé et je l'ai regardé que sur PC. En général sur PC j'ai eu le moins de bugs, c'est sur téléphone et sur télé qu'il y a souvent des bugs, sur les autres plateformes de streaming. Donc ouais, niveau bug il n'y a pas et je sais pas si la 4K fonctionne parce que j'ai pas le contenu télé adapté. J'ai essayé de Chromecast vraiment le contenu sur ma télé, mais j'ai Chromecast du Full HD vers la 4K. Je pense pas que ça marche parfaitement. Donc si vous avez un PC ou un iPhone, Apple TV ça peut être sympa et si vous voulez regarder 2-3 séries, allez 7 maximum. En vrai ils ont des bonnes séries. Pour le coup les séries qui sont sur Apple sont de qualité. Ils sont vraiment sur une approche qualité plus que quantité. C'est l'approche Apple j'ai envie de dire. Mais si vous avez un Android, déjà c'est mort et vous pouvez regarder que sur PC ou il vous faut un Chromecast ou un Alexa Firecube ou des trucs comme ça. Il faut un iPhone ou un Chromecast pour regarder comme il faut des séries. Pour le marketing, il n'y a pas de compte français pour l'instant, il n'y a pas de compte réseaux sociaux français et l'avenir c'est qu'ils vont juste tout simplement produire en masse et le prix est de 5 € par mois et il est offert avec l'achat d'un iPhone et des choses comme ça. Donc bon, là le prix ça va, c'est juste qu'il n'y a pas grand chose à regarder. Après on peut rapidement parler de Molotov. Molotov c'est une plateforme qui permet d'avoir accès à plein de chaînes de télé différentes. Donc si vous voulez une plateforme qui regroupe toutes vos chaînes de télé préférées avec tout le contenu VOD des chaînes, au lieu d'aller sur le site web officiel de la chaîne et d'aller sur le replay, tu vas sur Molotov et là tu as tous les replays de toutes les chaînes, quasiment toutes. Tu peux regarder en VOD, tu peux regarder en direct, bon c'est sympa, l'interface marche plutôt bien, il n'y a aucun problème, c'est facile à utiliser, j'ai jamais eu de soucis avec ça, mais c'est vraiment si jamais vous voulez regarder du contenu de la télé. Pour les documentaires c'est génial parce qu'il y en a plein et il y a plein de contenu télé, donc si vous aimez les téléfilms et le contenu produit pour la télévision, alors là c'est le paradis pour vous. Ça évolue constamment parce que c'est par rapport aux droits des chaînes, mais bon si vous voulez avoir accès à des vrais bons films souvent et d'actualité, il faut payer un abonnement Canal et un abonnement OCS via la plateforme Molotov, donc ça c'est un peu dommage, mais au moins c'est vite affiché que c'est bloqué, il faut payer. Et le problème de la plateforme c'est qu'il y a trop de poubelles, il y a trop de trucs, tu te dis mais jamais je vais regarder ça de ma vie. Et oui, les bonnes choses sont noyées dans une vague de médiocrité, même pas de médiocrité, dans une vague d'inutilité que personne va regarder. Vu qu'il y a tout le contenu de toutes les chaînes, forcément les chaînes elles proposent des fois des choses assez peu qualitatives, donc là oui t'es perdu assez vite. Alors le prix c'est 4 € par mois, vous avez accès à toutes les chaînes, mais si vous voulez avoir le contenu cinéma intéressant, faut payer un abonnement OCS et Canal et là ça revient à 12 € par mois minimum. Rapidement pour France Télévisions, si vous aimez France Télévisions, genre les émissions France Télévisions qui sont d'après moi assez qualitatives, que ce soit leurs téléfilms, que ce soit leurs séries aussi comme Parlement que je regardais sur France TV. L'interface est bien, pour le coup, elle est vraiment très propre, elle est bien foutue, pas eu de bug, pas trop en tout cas, après j'ai pas beaucoup utilisé. Le lecteur est très efficace, ça a un meilleur lecteur que Canal, ça a une meilleure interface que Canal, c'est mieux présenté que Canal alors que c'est gratuit. France TV c'est gratuit, vous pouvez y avoir accès pour toutes les émissions France TV que vous voulez, c'est une meilleure interface que Canal. Canal vous payez, je sais pas ce qui s'est passé. France TV c'est facile à conseiller parce que c'est gratuit et il y a plein de contenu super cool et ça marche bien partout. PC, télé ou téléphone, il n'y a aucun problème. Après il y en a plein des services de streaming, il y a Rakuten TV, YouTube Premium, il y a plein de choses genre Shadow,
Videos, Mubi, Cinetech, SFR Play, Salto, Crunchyroll, des trucs comme ça d'animé par exemple. Il y en a plein, mais pour conclure cette très longue vidéo déjà, le piratage va revenir, c'est une évidence. Il y a tellement de choses, il faut payer tellement de contenu que le piratage va revenir en force, il revient déjà d'ailleurs. C'est devenu comme la télé à l'époque, voilà, maintenant tu payes pour plein d'abonnements différents et ça va te coûter, genre vous allez voir à la fin, je vais vous dire combien ça va vous coûter. Mais ouais, tu dois payer à chaque fois pour tout le contenu que tu veux, sauf France TV où là tu as des trucs gratuits évidemment, c'est la télé. Mais si vous voulez une offre globale, variée, avec beaucoup de diversité internationale, de l'actualité, du contenu original, la meilleure interface, vraiment quelque chose de très propre et avec beaucoup de choses, et sûrement la meilleure expérience utilisateur mais avec un prix élevé, mais d'après moi un prix totalement mérité, vous devez foncer sur Netflix. Si vous voulez voir des films ou des séries cultes et vous voulez du nouveau contenu qui va arriver très prochainement et original, avec une interface pas terrible mais efficace, allez disons-le, vous pouvez foncer sur Prime Video parce que ça coûte que 4 € par mois, contrairement aux 16 € de Netflix. Si vous voulez le contenu esthétique, familial, pas cher, blockbuster, vous foncez sur Disney+, ça coûte 7 € par mois. Si vous voulez des films d'actualité français et internationaux, vous avez Canal. Si vous voulez des séries un peu moins grand public mais de qualité, vous avez Canal+ séries. Si vous voulez des séries françaises de qualité, là pareil, vous avez accès à Canal+ séries. Si vous voulez le sport, quelques documentaires, une interface vraiment pas bonne du tout, des émissions à découvrir avec un prix élevé, vous foncez sur l'offre MyCanal qui inclut les films et les séries. Si vous voulez le contenu HBO pour un prix élevé, vous foncez sur OCS. Si vous avez un iPhone et si vous voulez pas dépenser beaucoup d'argent et si vous voulez juste regarder 4, 5, allez 7 séries maximum mais de qualité, vous avez Apple TV, mais il faut avoir un iPhone pour vraiment en profiter. Si vous voulez de l'horreur par exemple, vous avez Shadows. Si vous voulez les émissions françaises, vous avez Molotov. Si vous voulez les émissions France TV, vous avez l'application France TV. Mais la chose la plus intéressante à avoir aujourd'hui, et c'est la chose que moi j'ai, c'est le pack Canal+, c'est-à-dire que vous avez le pack Canal+ à 35 € par mois, vous avez Canal+ avec Canal+ Film et Canal+ Série, avec le sport, les documentaires, les émissions de télé, tout ce que vous voulez. Mais dans ces 35 € là sont inclus Netflix, Disney+ et OCS. En plus de ça, vous pouvez prendre Prime Video et l'offre Prime en général pour 4 € de plus, et Apple TV pour quelques séries et films pour 5 € supplémentaires, ça vous revient à 44 € par mois. Si vous êtes fan de films, de séries, c'est vraiment le meilleur combo à faire. Mais si vous ne voulez pas dépenser autant parce que c'est beaucoup d'argent pour beaucoup de personnes, vous pouvez juste revoir la vidéo et choisir ce qui vous intéresse le plus. Voilà un peu ce qu'il en est aujourd'hui pour ce début d'année 2021 pour toutes les plateformes. C'est une très longue vidéo mais j'espère qu'elle vous aura intéressé. J'attends quand même votre retour concernant toutes ces plateformes dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. De temps en temps, je fais des lives sur Twitch, que ce soit cinéma, série ou même jeux vidéo. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre au soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives et pour toutes les news. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.